Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire FI2R. Je suis Sophie Georges-Lavial de l'hôpital Tenon à Paris. Je vais vous parler de la maladie associée aux mutations du gène JAK1. Tout d'abord, quelques rappels sur la voie JAK-STAT avant d'entrer dans le vif du sujet. Sur ce schéma, issu d'une revue que je vous conseille, qui est très bien faite, il y a les différents récepteurs aux cytokines qui vont activer les protéines JAK et les protéines STAT sont dans le cytoplasme en aval des protéines JAK. Les protéines JAK vont transmettre un grand nombre de signaux et la maladie dont on va parler touche une des protéines JAK1 qui va habituellement transmettre tous ces signaux à l'intérieur de la cellule pour activer des voies pro-inflammatoires en particulier. De nombreuses maladies ont été récemment décrites qui peuvent toucher des gènes impliqués dans la voie JAK-STAT et on va voir que certaines vont entraîner une perte de fonction ou un gain de fonction de protéines JAK ou STAT. La maladie dont on va parler aujourd'hui, qui est une maladie à dominance inflammatoire, est une maladie avec des mutations gain de fonction de JAK1. Quand il y a des gains de fonction, en général, on est plus sur un versant auto-inflammatoire, auto-immunité, lymphoprolifération, comme représenté ici par une couleur volontiers de feu, orange, jaune, rouge, par rapport à des mutations gains de fonction qui vont plus être associées à des déficits immunitaires. Visuellement, en bas, sur un schéma en 2 dimensions, on voit les maladies qui vont donner plus de phénomènes auto-inflammatoires, voire auto-immuns. Et dedans, on voit que ce sont principalement des gains de fonction, comme discuté en diapositive précédente, notamment JAK1, STAT1, STAT3 et STAT6. Donc nous reverrons à la toute fin les diagnostics différentiels de la maladie liée aux mutations de JAK1 qui peuvent toucher ces gènes. Ici, toujours issu de la même revue, de façon un petit peu plus détaillée, il y a l'ensemble des maladies qui ont déjà été décrites dans des gènes connus qui peuvent donner des maladies immuno-inflammatoires avec un code couleur. Toutes celles qui sont en rouge sont plus associées à des phénomènes auto-inflammatoires, auto-immuns, donc gain de fonction, et celles qui sont en bleu sont de façon prédominante gain de fonction avec un peu plus de déficit immunitaire. Et on voit que sont touchées à ce jour et publiées des mutations dans JAK1 et JAK3, des mutations dans STAT1, 3, 5, 6, avec certains variants également dans STAT3 ou STAT5B. Cette revue propose une visualisation, je trouve, très intéressante des différentes maladies et vous reconnaissez sur la droite les maladies qui sont plus associées à un spectre auto-immun, auto-inflammatoire avec des gains de fonction. J'ai entouré en rouge ce qui nous intéresse aujourd'hui, les mutations liées à JAK1, mais comme vous pouvez le voir, il y a également certaines maladies assez proches qu'on reverra avec des phénomènes allergiques, des manifestations digestives, notamment les STAT6 gains de fonction, qui sont une maladie qui peut constituer un diagnostic différentiel. Maintenant, nous allons, après cette introduction, partir à travers la découverte historique des différents cas de maladies liées aux mutations de JAK1 avec une présentation immuno-inflammatoire. Tout a commencé finalement il n'y a pas très longtemps. 2017, la première publication, c'est une publication canadienne et il s'agissait d'une famille qui se manifestait principalement par des désordres allergiques, des désordres digestifs et une hypereosinophilie. Sur cet arbre généalogique, vous voyez qu'il y avait une transmission dominante d'une mère à ses 2 enfants et qu'ils avaient une mutation hétérozygote dans JAK1. Ils avaient également une hyperéosinophilie qui prédominait très précocement dans la vie. Et on peut voir que les ronds sont associés aux prélèvements qui ont été faits avant tout traitement. Et après mise au moins d'un patient, le patient 3.2 qui est représenté par des croix, qui a reçu un inhibiteur de JAK, le ruxolitinib, on voit que le taux d'éosinophiles diminue de façon importante et beaucoup plus importante que lorsqu'il est sous corticoïdes.
On voit également ici figure un frottis sanguin d'un des patients de cette famille avec de nombreux éosinophiles circulants qu'on peut voir par rapport à un patient sain. J'ai donc fait un petit code avec en haut à droite, vous reconnaissez une représentation dessinée d'un éosinophile. De façon également intéressante, ces patients avaient un retard de croissance et on peut reconnaître le même code couleur que précédemment. Avec les ronds, ce sont les patients qui ont comme traitement des corticoïdes, alors que les croix, c'est le traitement par inhibiteur de JAK de type ruxolitinib. Et on peut voir de façon vraiment visuelle qu'après la mise sous inhibiteur de JAK, une fois que la mutation a été découverte, il y a une prise de poids et une reprise de la croissance chez les deux enfants de la mère qui était atteinte. Je ne détaillerai pas trop par choix dans ce webinaire toutes les manipulations fonctionnelles qui ont été réalisées, mais dans la plupart des publications, je vous montrerai en tout cas les tests fonctionnels principaux qui ont été faits et qui montrent la pathogénicité et le gain de fonction du mutant de JAK1. Ici, vous pouvez voir sur des manipulations où les mutants de JAK1 ont été introduits. Et donc, on peut voir, après stimulation et puis avant ou après traitement par ruxolitinib, qu'il y a une mutation qui va être activatrice de la voie JAK-STAT et le ruxolitinib inhibiteur de JAK va permettre de diminuer de façon importante cette suractivation de la voie JAK-STAT. Donc, si on fait un schéma du gène JAK, je le remontrerai plusieurs fois, ce schéma, il y a 4 grands domaines dans le gène JAK1, qui comporte plus de 20 exons. Il y a un domaine ferme, un domaine SH2, un domaine pseudokinase en violet ici et un domaine kinase en orange. La première mutation qui a été décrite dans cette publication canadienne était dans le domaine pseudokinase et c'était donc une famille avec 3 membres atteints. La deuxième publication est arrivée 3 ans après par une équipe américaine. Il s'agissait d'un cas assez particulier où une mutation de JAK1 a été retrouvée chez une patiente unique. C'est un cas sporadique par mutation somatique de JAK1. Dans cet article extrêmement complet, il y a de très très nombreuses manipulations qui ont pu montrer le caractère gain de fonction et pathogène de cette mutation. L'arbre généalogique montrait qu'il y avait une mutation seulement chez la patiente et pas chez ses parents, donc c'est un cas sporadique. Cette figure représente l'âge de début, qui est vraiment néonatal, cas qu'on rediscutera à la fin. C'est vraiment une maladie qui commence dans les premiers jours de vie, avec une atteinte dermatologique au premier plan de dermatite atopique, une éosinophilie qui n'est pas constante à tous les prélèvements, mais qui est très fréquente, une inflammation colique avec une entérite, on verra même une entérite à éosinophile. Dans ce cas très particulier et unique, dans la maladie, il y avait une néphropathie, on en reparlera à la toute fin, de nombreuses manifestations allergiques et de l'asthme et un retard de croissance comme finalement dans la famille précédente. J'ai mis ces images pour vous montrer l'infiltrat éosinophile du côlon, mais surtout à gauche, un aspect très particulier de cette maladie qui est un aspect pseudo-verruqueux, qui est vraiment très particulier et qui reste présent mais qui diminue fortement après mise sous inhibiteur de JAK. Donc si vous avez un patient qui a une dermatite atopique avec une hyperéosinophilie et un aspect pseudo-verruqueux, ça peut vous faire évoquer une maladie de la voie JAK-STAT, en particulier de JAK1. Dans cet article-ci, il s'agissait encore une fois d'une mutation dans le domaine pseudokinase du gène JAK1, la mutation qui est indiquée ici. De façon intéressante, on peut voir que ce patient-là avait un syndrome inflammatoire biologique avec une VS et une CRP qui étaient élevées et qui a bien diminué sous traitement. Vous pouvez également voir à nouveau sur le panel F l'aspect pseudo-verruqueux qui va bien diminuer sous inhibiteur de JAK à 2 endroits différents. On peut voir pré- et post-traitement une nette diminution de l'aspect pseudo-verruqueux. À la palpation, il reste souvent encore des lésions qui sont enchâssées dans la peau. Pareil, si une biopsie cutanée est faite, il y a un infiltrat inflammatoire qui diminue fortement avant-après traitement, et ici c'est un infiltrat éosinophile dans le tube digestif. D'autre part, ces patients, quand ils ont de façon systématique des hémogrammes, on peut constater
après la mise en place d'un traitement par inhibiteur de JAK, une diminution des eosinophiles lorsqu'ils étaient élevés. Vous pouvez le voir sur le graphique de gauche. Et en bas à droite est représentée dans ce cas unique une glomérulonéphrite membraneuse, qui est un cas vraiment isolé parmi tous les patients qui avaient des mutations de JAK1. Donc si on reprend le même schéma du gène, il s'agissait dans cette deuxième publication de 2020 encore d'une mutation dans le domaine pseudokinase, différente de la première. Et pour rappel, la particularité chez ce cas, c'était que c'était une mutation somatique. La troisième publication est sortie en 2022 d'un laboratoire japonais. Donc, il s'agissait d'une patiente adulte. Le diagnostic a été porté à l'âge de 22 ans. La patiente était sporadique. Le diagnostic a été posé post-mortem, après reprise du dossier et un séquençage par whole exome sequencing. Cette patiente présentait dans sa jeunesse une maladie qui avait commencé en période néonatale avec une hépatosphlénomégalie très importante qui avait nécessité de la chirurgie, une atopie, comme on peut le voir sur les images figurant ici, et puis une hyperéosinophilie, des infiltrats assez atypiques pseudonodulaires dans le foie, et des infiltrats également éosinophiles dans le tube digestif. Donc dans cette publication-ci japonaise, la mutation était également dans le domaine pseudokinase. Ensuite, il y a cette publication qui émane de notre groupe où nous avons rapporté 13 patients français, une seule grande famille originaire de l'Est de la France. Voici l'arbre généalogique lorsque nous avons publié l'année dernière. Pour information, il y a encore un nouveau-né dans la famille qui est indiquée par une flèche, avec une fratrie de 3 qui est atteinte. Donc tout de suite, on peut voir sur cet arbre généalogique qu'il s'agit d'une maladie dominante, avec une transmission importante et un grand nombre de cas atteints. L'autre cas intéressant était que dans cette famille, il n'avait pas d'éosinophilie, ils avaient plutôt une basophilie modérée. Donc j'ai représenté à droite un basophile. Ça peut être intéressant de regarder la valeur absolue des basophiles sur l'hémogramme. Ils avaient tous une dermatite atopique. Et de façon intéressante, c'est aussi ce qui avait attiré notre attention initialement chez ces patients qui avaient une dermatite atopique et puis pour une des jeunes adultes qui avait également une maladie proche d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin sans en remplir les critères histologiques et puis une maladie proche d'une spondyloarthropathie mais qui ne répondait pas aux anti-TNF. Elle avait une histamine très élevée, une histamine totale. Donc nous l'avons représentée sur la figure de droite. À droite, nous avons l'histamine totale qui est élevée. Ça nous avait évoqué initialement une maladie liée aux mastocytes, mais qui peut aussi être liée à une maladie du basophile. En tout cas, cette famille avait plutôt une basophilie modérée et pas d'hyperéosinophilie. En tout cas, on est toujours dans le domaine de l'élévation des médiateurs de l'allergie et une augmentation circulante des cellules de l'allergie. Dans cette famille, vous pouvez reconnaître sur le panel B l'aspect pseudo-verruqueux qui était dans la publication numéro 2 du cas somatique. En panel A, vous voyez un des enfants de la fratrie de 3 qui avait une dermatite atopique avec une atteinte qu'on voit bien ici sur les joues. De façon intéressante, vous voyez sur le panel D des verrues, donc une susceptibilité importante aux verrues qu'on voit dans toute cette grande famille. Et sur le panel C, vous voyez une dermatite atopique sévère avec une xérose qui a pu faire porter le diagnostic pendant longtemps d'ictiose dans cette famille. Ici, il s'agit d'une membre qui avait plus de 70 ans avec une atteinte au niveau du sein et du bras, qui est depuis décédée. Sur le panel E, vous voyez une présentation tout à fait originale que je ne connais pas dans d'autres pathologies, qui donne des tumeurs pseudo-fibrosantes, en tout cas qui sont bénignes et qui sont calcifiées, qui siègent préférentiellement dans les séreuses. Donc ça peut être dans la plèvre, mais également dans la paroi des testicules ou autour de l'œsophage, donc des localisations très atypiques qui peuvent faire penser à des tumeurs. Et pour certaines, elles avaient été opérées. Chez un des patients, il avait une splénectomie totale qui avait retrouvé un aspect nodulaire qui avait été pris initialement pour une granulomatose de type sarcoïdose, sans qu'il y ait d'autres éléments pour une sarcoïdose. Et en fait, c'était des pseudotumeurs calcifiées, fibrosantes.
Sur cette image, vous pouvez voir plusieurs membres de cette grande famille avec la caractéristique commune qui est la dermatite atopique, qu'on peut reconnaître aisément avec l'aspect autour des yeux plissés, au niveau des joues également. Donc toutes ces photos ont été prises avant traitement. Ici, vous voyez aussi l'aspect des mains. Il y a deux informations intéressantes. Petit 1, un aspect très sec, donc la dermatite atopique a donné un aspect de xérose ou ichthyose. À gauche, il y a une patiente qui a moins de 30 ans, au milieu, dans les 50 ans, et à droite, un peu plus de 70 ans. Deuxième élément intéressant, c'est les séquelles d'exérèse de verrues, puisqu'il y a pas mal de patients qui ont des verrues. Donc à gauche, on voit que la jeune femme a eu plusieurs verrues, et sur la photo du milieu, également, on voit une séquelle de verrues. Ici, ce sont les aspects des pieds, qui sont également très secs. Avec au niveau du pli du talon, enfin au niveau du pli plutôt entre le bas de la jambe et le pied, un aspect assez classique de dermatite atopique. Et puis on peut voir à droite une peau très sèche d'une patiente. Ici, un détail sur les bras, donc c'est assez évocateur de dermatite atopique ou d'eczéma chez les patients qui avaient pas mal de manifestations allergiques. On peut également constater ici un patient qui avait pas mal de lésions pseudo-verruqueuses. Et ici aussi, on a une, entre guillemets, traînée de lésions pseudo-verruqueuses. Ici, vous reconnaissez deux images que je vous ai montrées précédemment avec les verrues et l'ichthyose. Les inhibiteurs de JAK ont été spectaculaires dans cette famille, avec la majorité des patients qui ont reçu du baricitinib, mais deux patients qui ont préféré, après avoir essayé le baricitinib, l'upadacitinib, mais tous n'ont pas changé pour l'upadacitinib. Vous voyez cette patiente avant-après traitement, une peau qui est beaucoup moins érythémateuse, beaucoup moins sèche. Ici, c'est l'aspect pseudo-verruqueux qui est zoomé à chaque fois, donc vous pouvez le voir ici. Et puis ici, c'est après traitement, donc il persiste des petites lésions, mais sont beaucoup moins importantes. Et enfin, au niveau des mains, une amélioration vraiment très importante après quelques mois de traitement par inhibiteur de JAK. Et pour l'ensemble des patients chez qui on a pu faire de façon vraiment quantifiée avant-après traitement, une amélioration nette sous baricitinib des manifestations cutanées, notamment la sécheresse de la peau, gastro-intestinale avec un nombre de selles qui est passé de 14 à le plus souvent inférieur à 4. Et puis, pour ceux qui avaient des manifestations articulaires, une diminution forte des arthralgies. Donc, dans cette très grande famille française, la mutation était également dans le domaine pseudokinase, finalement, comme les trois descriptions précédentes. Et nous arrivons sur la dernière publication, qui est la plus récente, qui est sortie il y a quelques mois, donc 2024, qui émane du laboratoire de Dusan Bogunovic aux États-Unis. Et c'est la même équipe qui avait publié le cas numéro 2 américain de la mutation somatique. Donc dans ce travail, ils ont colligé de nombreux cas répertoriés aux États-Unis, plus un cas français. Au total, 6 familles ont été répertoriées. Ce qu'on peut voir facilement sur ces arbres généalogiques, c'est que la transmission est dominante, comme dans les autres cas. Avec ici, c'est la famille française. Ici, ce sont d'autres familles. Les origines étaient du coup principalement nord-américaines, avec même parmi les nord-américains une patiente qui était originaire d'Amérique centrale, une patiente qui était afro-américaine et des patients qui étaient d'origine ashkénaze. Et puis la famille tout en haut à gauche qui était française. Ici, voici quelques photos issues de cette famille française en haut à gauche, avec la mutation E139K. On voit la dermatite atopique importante, qui rappelle les images qu'on a vues précédemment de l'autre grande famille française, qui n'avait pas la même mutation, avec une peau extrêmement sèche. Ici, sur le patient 7, qui n'avait pas la même mutation, un infiltrat eosinophile dans le tube digestif, qui rappelle les deux premières publications. Dans cet article-là, ils ont fait un gros travail fonctionnel pour prouver la pathogénicité et le caractère gain de fonction des différents variants. Les variants testés sont représentés ici. Et ils vont activer la voie de JAK-STAT, prouvant leur caractère gain de fonction. Au total, ici sont représentées les différentes mutations retrouvées dans cette dernière publication. Donc on voit qu'elles ne sont pas dans le même domaine que tout à l'heure, puisqu'on avait surtout des mutations dans le domaine pseudokinase et des mutations dans le domaine FRM, SH2, une ici dans le domaine pseudokinase et une dans le domaine kinase.
de façon attendue. Les inhibiteurs de JAK sont très efficaces également chez les patients qu'ils ont reçus dans cette série, avec des photographies ici d'un des patients français où on voit les lésions rétro-auriculaires et des jambes avant et après 1 mois de traitement par baricitinib. Donc une efficacité également spectaculaire. Ce qui est très intéressant dans cette publication américaine, c'est qu'ils ont ensuite recherché dans leur base de données de whole exome sequencing réalisée dans un des hôpitaux dans lesquels ils travaillent aux États-Unis, et ils ont constaté qu'il y avait des patients qui avaient des variants dans JAK1, et quand ils reprenaient leurs symptômes cliniques, certains d'entre eux avaient des manifestations allergiques qui pouvaient être compatibles avec une maladie plutôt modérée, voire peu symptomatique. Donc, ils ont proposé ce schéma-là qui expose que dans la maladie liée aux mutations de JAK1, il peut y avoir des patients qui présentent des variants de faible intensité par rapport à des variants vraiment gain de fonction qui sont sévères. Et la maladie peut s'exprimer plus ou moins fortement avec des patients qui ont des variants peu pathogènes qui ne vont pas consulter par rapport à des patients qui vont avoir des formes très symptomatiques. Alors, que retenir de la maladie liée aux mutations de JAK1 ? Tout d'abord, comme on l'a vu, ce sont des formes principalement dominantes. Et la première description date de 2017. Vous voyez que au départ, c'est au bout de 3 ans, maintenant tous les ans, il y a une nouvelle publication. Ce qui fait que les origines sont de plusieurs pays. On voit qu'il y a un seul cas somatique, les autres sont des cas familiaux. Il s'agit donc d'une maladie cosmopolite. À ce jour, les descriptions sont nord-américaines, européennes, avec des patients principalement français, mais également d'origine ashkénaze, et une publication japonaise. La transmission est autosomique dominante. Les principaux cas sont des grandes formes familiales germinales. Donc on a 36 patients décrits dans 9 familles, et il y a un seul cas par mutation somatique. Nous avons vu également qu'elles peuvent toucher tous les domaines du gène JAK1, qui code pour la protéine JAK1. Et à ce jour, il y a 8 mutations pathogènes gain de fonction qui ont été décrites avec tout le fonctionnel qui permet de confirmer qu'il s'agit d'une maladie immuno-inflammatoire. Sur les 37 cas publiés, on avait vu que les origines étaient variées. Le début est pédiatrique dans 100% des cas, c'est un âge de début néonatal. Peut-on faire le diagnostic à l'âge adulte? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que la description de la maladie est récente. Le gène n'a été découvert que la première publication, c'est 2017. Et puis, l'accès aux analyses de type pangénomique est récent. Donc c'est pour ça qu'avant, ce gène, par exemple, ne figurait pas forcément sur les panels et il n'était pas forcément non plus regardé dans les analyses pangénomiques. Les principaux signes cliniques, alors certains patients peuvent présenter de la fièvre, c'était le cas de la grande famille française, les patients présentaient des poussées avec de la fièvre et de l'inflammation, avec une CRP élevée. Mais sinon, vraiment, la présentation majeure, c'est une dermatite atopique depuis la naissance, qui est volontiers résistante aux corticoïdes. Quand il y a une forme familiale, c'est d'autant plus évocateur. Les autres symptômes qui doivent vous y faire penser, c'est le retard de croissance. On a vu les carnets de santé des enfants de la première publication. Une hyperéosinophilie, qu'elle soit sanguine ou bien qu'elle soit visible lors de biopsies digestives. Ça peut être aussi des patients qui étaient classés au préalable comme des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin à début précoce. Et quand on fait des biopsies, on peut volontiers retrouver des éosinophiles dans la paroi digestive, mais pas toujours. Ils ont volontiers également une hépatosplénomégalie et, de façon intéressante, certains d'entre eux, en tout cas les adultes, peuvent développer une thyroïdite auto-immune qu'il convient de rechercher au moins au diagnostic. Comment fait-on le diagnostic en 2024? Alors, on peut avoir une suspicion clinique avec les éléments cités juste avant. Au niveau biologique, l'hémogramme peut être évocateur, notamment si les éosinophiles sont élevés, voire les basophiles. Les IgE ne sont pas particulièrement élevés dans cette maladie par rapport à d'autres dont on va discuter juste dans le diagnostic différentiel. Et l'histamine totale, elle est élevée quand elle est réalisée, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait en routine. La confirmation est toujours génétique, avec un séquençage de haut débit quand la mutation n'est pas connue dans une famille, soit un panel,
soit un whole exome sequencing. Et bien sûr, si la maladie est déjà connue dans la famille, on peut demander au laboratoire le séquençage Sanger. Quelle est l'évolution de cette maladie? Il y a eu des mutations de JAK1. Dans tous les cas décrits et dans l'expérience de cette très grande famille française, la fertilité est normale. Il peut y avoir des retards de croissance dans l'enfance. Il n'y a pas de cas d'amylose inflammatoire décrite à ce jour. Il y a un cas de glomérulonéphrite membraneuse, mais c'est quand même une forme particulière. C'était le seul cas de forme somatique de JAK1 qui a conduit comme une insuffisance rénale et chez une patiente qui est malheureusement décédée pendant le Covid, a priori du Covid. De façon intéressante, je vous ai montré que certains patients, notamment dans cette grande famille française, avaient des tumeurs calcifiées fibrosantes appenduloséreuses, un élément sémiologique qui est quand même assez rare et original. Et en termes de mortalité, à ce jour, 4 sur 37 patients sont décédés. Le cas japonais, la patiente insuffisante rénale, et puis 2 patientes de plus de 70 ans de la grande famille française. Une n'avait pas reçu de traitement et une avait démarré le traitement peu de temps avant, mais avait pas mal de manifestations pulmonaires et des infections à répétition. Le traitement à ce jour est basé sur les inhibiteurs de JAK. 3 ont été utilisés dans la littérature, le baricitinib, le ruxolitinib et le lupadacitinib. On peut dire que les 3 fonctionnent. Celui pour lequel on a peut-être la plus grande expérience est le baricitinib, ce d'autant qu'on peut le donner aux enfants. Il y a des posologies et des délivrances enfants. Le suivi qui est recommandé, c'est de suivre de façon biannuelle au minimum ces patients pour les manifestations allergiques, dermatologiques, bien la croissance avec le poids et la taille, le transit, parce que la diarrhée est quand même extrêmement gênante chez certains patients quand elle est présente entre 6 et 14 fois par jour. Au niveau biologique, la numération, l'inflammation avec la CRP, le bilan hépatique pour les rares cas d'hépatosplénomégalie, la fonction rénale et la protéinurie. Et en fonction des atteintes spécifiques, on peut proposer de suivre par une imagerie du thorax, de l'abdomen ou du pelvis et des explorations pulmonaires en cas d'asthme sévère. En conclusion, il s'agit d'une maladie d'âge de début néonatal. Les principaux symptômes, nous les avons vus, c'est la dermatite atopique qui peut être résistante aux corticoïdes et dans une forme familiale, le retard de croissance, l'hyperéosinophilie, la myopie à début précoce, l'hépatosplénomégalie, la thyroïdite auto-immune. Le traitement repose sur les inhibiteurs de JAK. Nous avons également vu qu'elle était cosmopolite, qu'un seul gène peut avoir des mutations dans les différents domaines. Ce sont des mutations gain de fonction dominantes. Le séquençage est vraiment important, notamment à haut débit, parce qu'il faut séquencer l'ensemble du gène, que ce soit par panel, exome ou génome, et surtout pour aller rechercher les rares mutations somatiques, penser au panel qui permet d'avoir une bonne profondeur. Et quand il s'agit d'un patient dont les parents sont disponibles, discuter une approche en trio. L'arbre est ainsi extrêmement important pour aller rechercher d'autres cas dans la famille, puisque c'est une maladie qui est dominante. Et ensuite, on vient de voir, la génétique est très importante. Je vais aborder dans les quelques dernières minutes le diagnostic différentiel. Il y a cette revue que je vous avais conseillée en tout début de webinaire, qui est très bien faite sur les mutations associées aux gènes impliqués dans la voie JAK-STAT, avec les gains de fonction et les pertes de fonction. Cette image, je vous l'avais montrée tout à l'heure, différents gènes codant pour plusieurs protéines impliquées dans cette voie peuvent avoir des mutations. Et en fonction du type de mutation, elles peuvent être donc gain de fonction ou perte de fonction et donner plutôt une maladie immuno-inflammatoire ou une maladie plutôt de déficit immunitaire. Ici, c'est un zoom sur les différentes maladies qui sont abordées dans cette revue. Aujourd'hui, nous avons donc parlé de la voie, des mutations liées à JAK1. Et donc, je vais vous parler après de quelques maladies qui peuvent être assez proches, notamment les mutants de STAT6, STAT3. Cette image, nous l'avions également déjà vue, avec pour rappel les gènes en rouge avec des gains de fonction et les gènes en bleu avec des pertes de fonction. Et ce schéma qui est également intéressant, qui permet de voir les maladies assez proches avec les éléments sémiologiques similaires. Et donc, pour les mutations liées à JAK1, les maladies qui sont les plus proches et auxquelles il faut penser, c'est STAT3 gain de fonction, STAT6 gain de fonction et JAK3 gain de fonction. Pour STAT6, il y a une publication de l'équipe de Stuart Turvey qui a repris
de nombreux cas de la littérature. Vous voyez, il y a de nombreuses familles qui sont représentées. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans cette maladie, il y a également une dermatite atopique au premier plan, avec une hyperéosinophilie, une atteinte digestive. Donc ça fait beaucoup d'éléments sémiologiques assez proches de la maladie liée aux fonctions de JAK1. Ceci dit, alors ici c'est peut-être une atteinte vraiment très étendue, mais on a l'impression que l'atteinte cutanée est quand même plus sévère que dans la maladie liée aux mutations de JAK1. L'autre élément intéressant dans les stades 6, c'est qu'il y a une éosinophilie, mais il y a également une élévation de l'IgE qui n'est pas présente dans JAK1. Donc je voulais vous la montrer ici. Et les inhibiteurs de JAK fonctionnent bien. Vous voyez la photo avant-après de l'atteinte cutanée. Les mutations de stade 3, donc il y a également une revue relativement bien faite de l'année dernière avec les variants de stade 3. De façon intéressante, il y a également des manifestations digestives au premier plan dans ces maladies. La revue présentée ici parle des diagnostics différentiels. Donc j'ai mis les tables que j'ai trouvées les plus intéressantes, notamment qui présentent les désordres monogéniques avec diarrhée. Et quand on regarde un peu plus en détail sur cette table, on peut voir qu'il y a des mutations gain de fonction donc de stade 1 et de stade 3. Mais finalement, les maladies liées aux mutations de JAK1 sont également un diagnostic différentiel avec une maladie qui peut faire penser à une MICI précoce. Sur ce tableau, nous avions, dans notre publication l'année dernière, comparé les manifestations des mutants JAK1, stade 3, stade 5B, stade 6 et JAK3. Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'overlap. La basophilie, elle est prédominante quand même dans les mutations de JAK1, ainsi que l'éosinophilies. Et les atteintes articulaires sont également plus présentes dans JAK1. Voilà, sinon tout le reste est assez similaire et il est difficile de deviner la maladie avant d'avoir fait une atteinte génétique. Ainsi, les messages clés sont les suivants. Cette maladie de mutation de JAK1 fait partie d'une nouvelle catégorie avec les maladies citées précédemment de gain de fonction stade 6, stade 3 notamment, immuno-inflammatoires monogéniques qui sont à l'interface entre le déficit immunitaire, l'allergie, l'auto-inflammation. Il est très important quand on suspecte ce type de maladie de dessiner un arbre généalogique, de bien regarder sur l'hémogramme les éosinophiles, les basophiles, de doser l'histamine totale. Donc ça peut se faire, en tout cas à la PHP, c'est tout à fait faisable ici à Paris. En particulier, c'est mis au point à l'hôpital Lariboisière en biochimie. Faire une analyse génétique par séquençage haut débit. Donc là, ça peut être un panel, un exome, dans les laboratoires classiques, hein, que ce soit le CEDI ou celui du CEREMAIA de Montpellier. Je vous remonte cette image de la grande famille française, puisque c'est la plus grande finalement description de la maladie, avec cet aspect assez particulier à l'aspect pseudo-verruqueux dans le panel B, et puis les verrues dans ce panel-là. Et là, vous reconnaissez à nouveau les pseudotumeurs calcifiées. Et enfin, la particularité de cette maladie, c'est l'effet spectaculaire des inhibiteurs de JAK. Donc, vous pouvez voir ici un effet avant-après chez une des patientes de la famille française, et ici chez un autre patient de cette famille française, hein, avec l'amélioration du contour des yeux, ici au niveau des pieds et au niveau des jambes. Et ici, c'était cette dame hein, qui avait une efficacité également spectaculaire au niveau de la peau, mais également au niveau de son transit. Voici pour cette efficacité des inhibiteurs de JAK. Je vous remercie de votre attention et je remercie également les patients qui nous ont donné leur accord, en tout cas pour que leurs photos figurent sur cette présentation.